Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être à Lausanne pour quelques jours, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est la lutte contre les cartels, les défis posés par une approche économique. Donc, je pense que je suis très chanceuse de parler à une audience d'une université suisse parce qu'en fait, les Suisses, normalement, ils savent très bien ce que c'est un cartel, mais normalement, ils ne savent pas ce qu'il y a le problème avec. Parce que la raison pour cela, c'est que la législation suisse a été extrêmement favorable envers les cartels pour de longtemps. Okay? Ça a changé aujourd'hui, mais on avait toujours on était toujours très clément envers ces cartels. Donc alors, juste pour mettre tout le monde au même niveau, qu'est-ce que c'est un cartel ? Un cartel, c'est une entente entre au moins deux firmes concurrentes qui donc ont l'objectif de restreindre la concurrence entre elles. Okay? Donc normalement, l'idée, c'est de se coordonner sur la fixation des prix à un niveau supérieur de ce qui résulterait de la concurrence, ou aussi de diviser les marchés géographiques, ou aussi de se coordonner sur l'allocation des ventes. Okay, entre producteurs. Donc tout ça dans l'idée de en fait, restreindre la concurrence et puis de vraiment augmenter les prix, augmenter les marges, augmenter les profits des firmes au détriment des consommateurs. Donc par conséquent, aujourd'hui, dans la plupart des législations, les cartels sont illégaux. Okay, donc, par exemple, l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il dit « Sont interdits tous accords entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises et toute pratique concertée qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. » Donc, pour que cet article s'applique, donc vous n'avez pas besoin, et normalement si cet article s'applique, ça veut dire que les firmes qui sont trouvées coupables d'être dans une entente, ils se voient infliger des énormes amendes. Okay? Et donc normalement pour que cet article s'applique, vous n'avez pas besoin d'un contrat ou d'un accord écrit, signé par les firmes, mais il suffit qu'il y ait des individus des différentes firmes qui s'échangent de l'information, par exemple, typiquement l'information sur les prix, sur les volumes de vente, etc. etc. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'un contrat écrit, il suffit vraiment que l'information s'échange. Et comme on sait aujourd'hui, l'échange des informations se fait extrêmement facilement avec tous les moyens qu'on a. Donc, cet article-là, il peut s'appliquer assez rapidement. Normalement, à ce moment-là, je voulais faire passer un petit extrait d'un film pour faire ma présentation un peu plus dynamique, mais ça n'a pas marché, donc je vais improviser. Donc, je vais parler, dans les minutes qui me restent, je vais parler de deux points principaux. Donc, le premier point principal, c'est les réseaux de cartels. Donc, un réseau de cartels, c'est que j'ai envie que vous prenez avec vous quand vous partez à la maison, j'ai envie de vous dire qu'en fait, le focus d'une approche traditionnelle, d'une politique antitrust, était toujours sur un cartel unique. Okay? Comment le détecter, comment l'empêcher d'être formé. Et maintenant, ce que moi je dis, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment regarder les réseaux de cartels, parce que c'est un phénomène extrêmement important et omniprésent internationalement. Donc un réseau de cartels, c'est des cartels multiples, parallèles, donc plein de cartels qui se forment en même temps par des contacts multimarchés entre les firmes. Je vais vous convaincre que ça, c'est vraiment important dans les minutes qui me restent. Et le deuxième point, c'est le rôle des individus. Donc là, j'aimerais vraiment dire que c'est important qu'on ne voit pas la firme comme une entité qui entreprend les ententes, mais c'est vraiment les individus. C'est vraiment les individus qui dirigent les ententes et c'est vraiment les individus qui sont responsables. Ça, c'est le deuxième point. Okay. Donc, maintenant, pour vous convaincre que le premier point, donc par rapport au premier point, que le réseau des cartels, ce n'est pas une invention pour ma thèse, mais en fait, c'est vraiment un phénomène omniprésent et important.
Et donc, j'aimerais illustrer ça par la création, ou juste j'aimerais vous montrer la création des cartels de vitamines, qui est probablement le cas d'un réseau de cartels le plus connu mondialement. Et donc, j'ai fait ça d'une façon dynamique aussi. Donc ici, ce qu'on voit ici, ou ce qui s'est passé dans les marchés de vitamines, c'est qu'on avait 3 firmes, Roche, BASF et Rambouillet, qui étaient des producteurs des vitamines synthétiques, entre autres. Donc ce qui s'est passé, en fait, ils ont commencé les ententes dans les grands marchés de vitamine A et vitamine E. Et comme les ententes, en fait, ça marchait très bien et c'était extrêmement profitable, ils se sont dit, bon, on va les étendre au marché où on rencontre aussi nos autres concurrents. Donc, parce qu'on les rencontre pas seulement dans le vitamine A et E, mais on les rencontre aussi dans tous les autres marchés de vitamines. Donc, on avait une deuxième vague de cartels et on avait une troisième vague de cartels et on finissait avec un réseau de cartels constitué au moins de 12 cartels en Europe. Aux États-Unis, il y en avait même plus. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est les cartels sont dirigés. Où en toute façon, vous trouvez toujours les mêmes firmes. Okay? Vous trouvez Roche partout. Je pense que tout le monde connaît Roche. Vous trouvez Roche, BASF pratiquement partout. Et je trouve que ça, c'est vraiment frappant. Et aussi par rapport à ce cas, quand la Commission européenne a découvert cette conspiration ou ces réseaux de cartels, ce qu'elle a dit, c'est l'existence simultanée d'accords collusoires concernant les différents produits vitaminiques n'est ni un fait spontané, ni le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan conçu et dirigé par les mêmes personnes au niveau les plus élevés des entreprises concernées. Donc ce que je trouve important, c'est que mais la Commission européenne, elle a vu, ou elle dit, on a une existence simultanée d'accords collusoires. Donc, on a vraiment un réseau de cartels. Ce n'est pas un seul cartel, on a vraiment le réseau de cartels. Et puis, c'est toujours dirigé par les mêmes personnes. Okay? Donc, il dit vraiment existence simultanée d'accords collusoires et dirigé par les mêmes personnes. Donc, je peux vous donner même une image un peu plus large de toute cette histoire. Donc, en fait, ça, c'est la version synthétique des cartels de vitamines synthétiques. Donc vitamine A, et les autres vitamines. Donc ce qui apparaît ici, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, qui est en fait dans tous les cartels, dans ce réseau de cartels de vitamines, vous trouvez 2 Suisses allemands, vous trouvez toujours les mêmes personnes clés en fait. Donc vous trouvez deux noms, qui est M. Sommer et Al-Haouri, qui en fait ont dirigé pratiquement, donc ça c'était des employés dans les autres positions, dans les divisions vitaminiques dans Roche, et ces noms, vous les trouvez pratiquement sur tous les documents concernant les différents cartels vitamines. Donc vous voyez vraiment 2 personnes clés, et on les retrouve, ces 2 personnes d'ailleurs, dans le cartel de l'acide citrique qui s'est formé à peu près en même temps dans un autre marché. Et on les retrouve là. Donc M. Sommer et Andreas Haouri, on les retrouve avec Terry Wilson et Barry Cox, qui étaient de ADM, qui est une firme qui participait à la grande conspiration de l'acide citrique. Et Terry Wilson, lui, on le retrouve dans le marché de l'usine. Un autre cartel qui s'est formé une année plus tard ou une année après le cartel de l'acide citrique. Et on avait aussi 2 autres cartels qui se formaient à peu près en même temps que l'lysine, le sodium gluconate et le nucléotide. Et donc M. Wilson, lui aussi, il était responsable pour celui dans le sodium gluconate. Donc on voit vraiment, ce que je trouve qu'on voit vraiment très bien ici, c'est qu'on a ce réseau de cartels et on a toujours les mêmes personnes clés qui apparaissent. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense qu'on ne peut pas le décrire d'une façon plus appropriée que M. Sommer l'a fait lui-même, en écrivant une petite note à un collègue qu'on a trouvé d'ailleurs dans les documents qui faisaient preuve après pour la détection du cartel. Donc lui, il a dit « Good experience with citric acid, next opportunity vitamin B2 ».
We think it's worth that we explore all possibilities of cooperation. Let's explore cooperation product by product. Donc là, la dernière fois, c'est vraiment important, il dit, laissons... Ok, non, je ne vais pas traduire. Let's explore cooperation product by product, donc produit par produit. Okay? Il a dit, on commence avec un produit, on commence dans un marché, et puis on cartélise simplement toute la gamme. Et ce qu'ils ont fait. Voilà, donc, par rapport à ces deux points, les réseaux de cartels et le rôle des individus, un économiste, ou un non-économiste, mais ici un économiste peut se demander différentes questions importantes, ou défis, ou plutôt questions intéressantes. Une première question que je me suis posée dans ma thèse, c'est quelle est la politique antitrust optimale envers les réseaux de cartels? Donc là, ce que je voulais faire, c'est vraiment voir comment on peut exploiter les liens qui existent entre les différents cartels dans les réseaux. Okay? Et comment on peut vraiment tenir compte de ces liens dans une politique antitrust. Après, un deuxième point par rapport au rôle des individus, ce qu'on peut se demander ici, c'est comment tenir compte du rôle des individus dans la gestion des cartels. Peut-être mis d'une façon un peu différente, on devrait peut-être se demander, est-ce qu'on peut tenir responsable toute une firme, est-ce qu'on peut tenir responsable une firme pour les activités que un ou deux employés indépendamment entreprennent? Donc c'est toujours un peu la même question récurrente dans tous les catastrophes qu'on a vues dans les années précédentes. C'est toujours un peu la même question qui revient. Ou peut-être on peut aussi se demander d'une façon plus juridique, est-ce qu'on devrait avoir un moyen de poursuivre les individus responsables et coupables avec un procès criminel? Donc est-ce qu'on devrait être capable de mettre des peines de prison ou des peines d'amende pour des individus, en plus de l'amende infligée sur la firme? Okay? Ça existe aux États-Unis d'ailleurs, mais ça n'existe pas en Europe. Et ici, on pourrait se demander, il faudrait peut-être plutôt demander à un juriste qu'à moi, pourquoi ça n'existe pas en Europe. Une autre question, une dernière question intéressante pour un économiste, en fait, c'est se demander comment ça a l'air au sein de l'entreprise, au sein de la firme. Parce que comment on devrait concevoir ces contrats entre firmes et individus afin de mettre les bonnes incitations. Okay? Si vous avez un bonus d'un individu, ou si un individu reçoit un bonus si la firme est profitable, mais effectivement, il aura éventuellement des incitations à s'engager dans les activités collusoires et illégales. Donc là, il faut se demander comment on peut concevoir un contrat pour qu'il ne le fait pas. Surtout, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en fait, une fois, dans le cas où le cartel est exposé et trouvé et une amende est infligée, les enquêtes de l'autorité de la concurrence, ils prennent tellement de temps qu'une fois que l'amende est infligée, les individus qui étaient responsables, normalement, ils sont passés à la retraite. Donc, effectivement, une fois l'amende est infligée, et ceci pourrait avoir des conséquences internes pour les employés, ces individus concernés, ils ne sont plus là. Donc, ils ne sont plus du tout les conséquences de leur acte. Donc ça, c'est des questions auxquelles je me suis intéressée dans ma thèse, et je m'intéresse toujours. Et j'espère que j'ai pu vous convaincre que c'est des questions importantes, intéressantes, et que ça vaut la peine d'y réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous aurions quelques minutes, pas beaucoup, mais 1 ou 2 minutes s'il y a des questions de la salle. Oui, monsieur, mais il faut juste que je vous fasse passer. Oui, vous avez parlé de cette cartélisation, mais vous nous avez aussi dit qu'il n'y a pas un accord écrit quelque part. Qu'est-ce que c'est que la cartélisation? C'est simplement l'accord entre deux copains. Écoute, je montre les prix, tu ne fais pas l'histoire, tu montres ton côté. Quand on dit que ça nous coûte très cher de produire la vitamine C, tu diras aussi que chez toi ça coûte très cher, puis voilà, on est d'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est comme ce qui se passe. Et je pense d'une façon juridique, ce n'est pas simple de vraiment catégoriser quelles ententes ou quelle façon d'entente
tombe dans l'article 101, par exemple, de l'Union européenne. Parce que c'est vrai, est-ce que, ou c'est par exemple les annonces unilatérales. Si je vous dis, je vais augmenter mes prix, mais je vais juste augmenter mes prix, vous ne me donnez pas de réponse. Ce n'est pas clair. Si, normalement, l'Union européenne elle fait la présomption que si vous avez entendu ce que j'ai dit et vous ne m'avez pas dit, non, je veux rien entendre et je ne vais pas le faire ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas manifestement dit que vous n'allez pas le faire, normalement c'est une entente. Donc je pense que ça c'est vraiment, bon, pour un économiste, moi je trouve que pour un économiste, pour moi c'est pas clair. Mais là c'est vrai qu'avec les juristes, ils ont une autre façon de réfléchir là-dessus et effectivement, je pense c'est vraiment une entente mutuelle implicite, ça peut être implicite, ça ne doit pas être explicite. Merci. Encore temps pour une question. Oui, je suis médecin et je prescris journellement un certain nombre de médicaments qui parfois figurent dans la même classe de médicaments. Et je me suis toujours demandé comment il se fait que miraculeusement, mis à part les génériques, je suppose qu'il y a aussi des génériques aux États-Unis, mais à part dans le domaine des génériques, les prix sont miraculeusement presque toujours pratiquement les mêmes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'arrangement préalable à la fixation des prix, mais la simple observation de la firme X sur les prix de la firme Y leur permet d'adapter des prix d'une manière cartellaire. Et j'aimerais savoir comment ça se fait qu'en Suisse, en tout cas, apparemment, cette politique n'est pas dénoncée. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je trouve là, c'est l'économiste qui vient. Parce que normalement, si nous, on est deux firmes, on est très conscientes que nous deux, on est interdépendantes. Je trouve que c'est difficile à dire que c'est une entente que simplement si je vous observe ce que vous faites. Parce que c'est complètement rationnel. Vous avez deux firmes qui sont très bien conscientes, qui sont interdépendantes. Moi, je trouve, comme économiste, c'est difficile à dire, c'est une entente. Mais c'est vrai que là sont les limites, en fait. C'est exactement ça que, là, je pense, je devrais me mettre ensemble avec des juristes, parce que ça, c'est vraiment un domaine que je trouve difficile à capter d'une vue économique. Parce que c'est exactement ça. C'est que pour moi, ce n'est pas clair non plus. Donc pour moi, c'est de la concurrence, d'ailleurs. Donc si moi, j'observe ce que vous faites, et j'essaye d'adapter... Bah, le truc, c'est qu'en économie... La notion de hidden competition is good, on n'a pas ça. Pour nous, la transparence de prix, c'est pas quelque chose de mauvais, parce qu'une concurrence ne peut seulement marcher si je peux observer les prix que vous mettiez et moi je peux les mettre plus bas. Donc et ça normalement ça devrait être la concurrence, mais le fait que si j'observe vos prix et je les mets plus haut et puis oui, mais moi, je trouve que c'est difficile à dire c'est une entente, parce que pour moi, c'est un comportement plus ou moins rationnel entre des firmes qui sont conscientes, qui sont interdépendantes. Mais oui, c'est les limites. Ouais. Alors, merci beaucoup, Catherine Roux, pour cette belle présentation. On peut encore une fois l'applaudir avant de passer à...